Bonjour! Comme vous le savez certainement, le tram débarque à Brest. Du coup, ce mois-ci, Dialogue littéraire a décidé de vous présenter 3 romans que vous pourrez dévorer lors de vos éventuels déplacements en tramway. Du coup, j'espère que vous avez votre ticket parce que l'embarquement pour Dialogue littéraire, c'est tout de suite. Et on commence par la rencontre avec le romancier américain David Vann, connu en France pour son roman Squan Island qui a reçu en 2010 le prix Médicis. Un roman bouleversant qui narre le face-à-face entre un père et son fils, un roman dans lequel l'auteur a tenté d'exorciser la mort de son propre père. Aujourd'hui, David Vann est venu nous parler de son 2e roman, Désolation, une œuvre magistrale sur l'amour et la solitude, un roman qui nous amène sur les rives d'un lac glaciaire en Alaska, où Irène et Gary, mariés depuis 30 ans, vont aller s'installer sur un îlot glacé. Alors, l'Alaska, c'est par où ? David Vann, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Désolation, votre 2e roman, paru en France aux éditions Gallmeister en mai 2011. Comme dans Squan Island, votre précédent roman, qui a reçu le prix Médicis en 2010, vous nous emmenez en Alaska, mais cette fois-ci au cœur de la péninsule de Kenai, sur les rives d'un lac glaciaire. Tout d'abord, vous aviez mis 10 ans à concevoir Squan Island et seulement 17 jours à l'écrire. En a-t-il été de même pour Désolation ? No, Desolation, I wrote every morning for 2 hours for 5.5 months. And at the end of that, I had my first draft. And what's published is almost the same as the first draft. Squan Island was 10 years of trying to write about my father and just throwing away everything. So it wasn't that I made a plan for a long time and then wrote for 17 days. It was that I had no plan and it was a mess. And I was throwing everything away for 10 years. And then at the end, I suddenly wrote half of it in 17 days, and then I finished the rest in another month or 2. And Squan Island was the first time I understood that writing was unconscious, that it's not about a control or a plan, and that that's what the book is about, finally. So with Desolation, I knew that, so I didn't try to control it. I just wrote each day, and I found out what the story was. Vos 2 romans dépeignent des univers très noirs. Qu'apporte la tragédie à la littérature ? I love a tragedy. I think they're my favorite form because tragedy puts 2 characters under a lot of pressure until they break. And when they break, they're revealed. We find out who they are. And I think that's when we test ourselves. And I think what we're looking for is whether we're good or bad. And mostly we're thinking about our badness. And so I love getting close to that. And I think that there's something kind of refreshing and redemptive, not depressing, about coming close to tragedy. Vous décrivez l'Alaska comme une terre magnifique mais hostile. C'est l'endroit où vous êtes né. Que représente-t-il pour vous ? Alaska, to me, is a very open and unforgiving landscape that's beautiful. It's the most beautiful place that I've seen. And it's very mythic still in my mind, all my first memories from childhood. But it's also a place where it's cold and you're alone and it's desolate and you feel your mortality. You feel that you could die at any point and you feel how small you are. So Alaska's like that. It goes beyond what you think it can be. Votre personnage principal est une femme, Irène, un personnage qui semble moins proche de vous que celui de Roy dans Squan Island. Pourquoi ce choix ? Well, actually, I was walking on the frozen lake in the middle of winter, and I wanted to walk out to the island, but I didn't know if the ice was thick enough. So I bent down and I brushed the snow off the ice to see how thick it was, and I was surprised that it just looked black. You couldn't tell if it was this thick or 10 feet. There was no way to tell. And so I could see that Irene would do the same thing and look into her marriage, that she would see 30 years of marriage just become nothing, that she couldn't see into it. And so then I knew it was her story, and I just started writing it from her point of view. I never thought about would I write from a point of view of a woman, what would that be like, would it be difficult? I just started doing it, and it was very easy. I grew up mostly with women, and it wasn't hard to imagine. Alors, nous voilà maintenant dans la cabine du conducteur du tram et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter la romancière Christelle Dill. Cette professeure d'anglais à l'université de Nancy est une amoureuse des mots et une très grande lectrice qui révère les auteurs tels que Albert Camus, Philippe Forest ou encore Ian McEwan. Et elle vient tout juste de se lancer dans l'écriture avec son premier roman Enola Game. Un roman qui nous plonge dans un huis clos angoissant
dans lequel une mère et sa petite fille de 4 ans sont enfermées chez elles dans leur maison, entourées par un monde qui est transformé par une catastrophe dont on ne connaît pas la nature exacte. Les nouvelles de l'extérieur sont de plus en plus rares et de plus en plus angoissantes, et la mère va tenter de donner un sens à la vie de son enfant dans ce monde réduit à l'essentiel, voire au strict minimum. Bonjour Christelle Dill. Nous allons aujourd'hui parler d'Enola Gay, votre premier roman publié aux éditions Dialogue. En premier lieu, pouvez-vous nous expliquer ce que l'héroïne nomme Enola Gay et qui a donné ce nom à votre roman? Le titre est venu, je crois, d'abord du nom de l'avion qui a largué la bombe sur Hiroshima, Enola Gay, dans la mesure où, à l'origine du roman, il y a une catastrophe non identifiée, mais peut-être nucléaire. Donc d'abord cet avion, et puis d'autres raisons sémantiques. Par exemple, Enola Gay, Enola, ce prénom, c'est l'anagramme de alone qui signifie seul en anglais, et Dieu sait que la solitude est un thème majeur du livre. Et puis Game, c'était l'impression très nette que les deux héroïnes font l'objet d'un jeu qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne connaissent pas les règles, un jeu assez cruel. De quelle émotion vous êtes-vous servi pour écrire ce roman? Ressentiez-vous, comme les personnages, comme le lecteur, un sentiment d'angoisse au fur et à mesure du récit? C'est vrai que j'ai vraiment vécu le roman pas à pas, dans la mesure où je me sentais très proche de l'héroïne. La tension montait, moi je la vivais, et j'essayais à chaque instant de me mettre dans la peau du personnage et d'imaginer le champ des possibles, notamment dans ce qui se passe au dehors, puisque là on est dans un huis clos. Et je ressentais très fortement les émotions que je pense une mère en pareil cas pourrait vivre, avec la volonté de protéger son enfant, l'angoisse de peut-être mourir bientôt. Au début de votre roman, on peut lire tous ces termes de pacotille l'amusent à présent. Ces termes sont surfés, forum, internautes. Ils appartiennent à une langue qui est morte en même temps que la civilisation qui les avait créés. L'héroïne, on le dirait, fait déjà preuve de fatalisme. Qu'est-ce qui alors fonde l'espoir qui lui permet d'organiser un quotidien avec sa fille ? Déjà, effectivement, ce fatalisme, je crois aussi que paradoxalement, même si il y a cette angoisse diffuse, j'ai le sentiment qu'elle est aussi quelque part soulagée d'être débarrassée de cette espèce de course contre le temps. Je crois que vraiment l'enfant, c'est son moteur. Elle a envie de lui transmettre des valeurs d'empathie, des valeurs de respect d'autrui. Elle veut jouer son rôle de mère jusqu'au bout, quelle que soit l'issue de ce huis clos. Et c'est ce qu'il apporte. L'écriture, le pouvoir des mots sont des outils salvateurs pour la jeune femme. Qu'en est-il pour vous ? C'est vrai que l'écriture, c'est aussi ma façon de donner une certaine densité à ma vie. Je pense notamment à la citation de Camus qui disait « Créer, c'est vivre deux fois ». Moi, je trouve qu'écrire, c'est de toute façon pour moi, par le biais d'une langue poétique, de magnifier encore ce que j'aime et ce qui fait que je trouve ce qui fait le sel de la vie. Sans dévoiler la fin, évidemment, l'aviez-vous en tête dès la première ligne de votre roman Posée, ou s'est-elle imposée au fil du récit ? Je crois que ça s'est imposé au fil du récit. Quand Kafka dit « À quoi bon un livre s'il ne donne pas un coup de poing sur la tête ?» L'idée du coup de poing sur la tête, je l'avais vraisemblablement dès le départ. Je ne savais pas comment le mettre en lumière, mais je voulais que la fin soit très forte, et en même temps je voulais pas que ce soit désespéré, donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de double détente dans le roman. Et ce qui est intéressant, c'est que les lecteurs s'attachent à une fin ou à une autre. On peut dire sans dévoiler la fin qu'il y a une sorte de double dénouement, et j'espère que ce livre est aussi un hymne à l'espérance. J'ai vérifié, le tram ne nous emmènera pas jusque dans les Côtes d'Armor. Du coup, c'est avec le livre de Jean-Pierre Le Dantec, Île Grande, que nous allons y aller. Jean-Pierre Le Dantec est un ingénieur diplômé de l'École centrale, mais également un architecte urbaniste et un historien de l'art. Il a écrit de nombreux essais sur l'architecture, sur l'urbanisme et sur l'art des jardins. Mais il a également écrit des romans, dont le roman Île Grande, un roman singulier qui alterne entre récits, biographies et essais, dans lequel Jean-Pierre Le Dantec réinvente des personnages qui ont existé et tisse des liens entre ces derniers et lui-même par le biais d'interrogations sur la littérature, l'écriture et la violence du monde moderne. Jean-Pierre Le Dantec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Île Grande, un roman qui a été publié une première fois en 1989 aux éditions de la Table Ronde et qui vient de paraître de nouveau aux éditions Dialogue avec un texte légèrement remanié. Ce roman retrace un épisode de la vie de Joseph Conrad, auteur entre autres de Lord Jim et Typhon,
qui en 1896, victime de la malaria, va abandonner la marine et se consacrer à la littérature. Il va alors se retirer pour écrire à Île Grande, accompagné de sa jeune épouse. Comment est-ce que vous avez entrepris ce retour dans le temps ? Quand j'y ai pensé la première fois, j'habitais là, j'étais de retour dans cette île après des années de révolutionnaires professionnels à Paris. Et je m'interrogeais moi aussi sur la question de la littérature. À l'époque où Conrad y a séjourné pendant 6 mois, c'était une île très pauvre. Il avait cherché à aller dans l'île la plus sauvage et la plus nue, dit-il, et la plus pauvre qui fut, pour être tranquille, pour pouvoir écrire tranquillement. Mais il y avait une coïncidence, c'est-à-dire que j'habitais là, et donc je connaissais sa maison, là où il avait habité, c'était quand même assez fascinant. C'est un récit qui est à la croisée de différents genres, essais, romans, biographies. Comment s'est déroulé votre travail de recherche pour cet ouvrage et quelle importance avez-vous accordé à vos sources historiques ? Bon, les sources historiques sont assez abondantes. On a d'une part tous les travaux qui ont été faits de grands biographes de Conrad, qui, comme c'est un écrivain un des plus importants du XXe siècle, évidemment, il y a eu toutes sortes de travaux et de publications sur sa vie et son œuvre. En outre, il y a une documentation de première main qui sont les échanges de lettres, dont je traduis quelques-unes, entre Conrad et son éditeur. Il y a donc une base documentaire très, très, très solide, mais évidemment, en même temps, il s'agit d'un roman, et donc je me suis permis la liberté d'inventer lorsque ça me manquait, tenter de se représenter comment étaient les lieux, les sons, les bruits, les personnes, etc. Bon, mais en partant donc d'essayer de se mettre vraiment dans les sensations d'une autre époque. Finalement, est-ce que vous pensez que vous avez construit Joseph Conrad à votre image pendant ce roman ? Ça, je n'en sais pas vraiment. Il est vrai que pour moi, quand je l'ai écrit, il y avait aussi eu dans ma vie une rupture, une cassure. Il y avait, comme pour lui, il avait derrière la marine qui était terminée, toute une époque. Une des sorties possibles pour moi, c'était aussi l'écriture. Ce qui fait que, oui, je l'ai sûrement façonné un peu à mon image. Ceci dit, c'était quand même un personnage suffisamment fort, ce personnage qui devient extrêmement fascinant et qui a suffisamment de force en lui-même pour ne pas se plier à mon bon vouloir, à mon simple bon vouloir. Donc il y a de moi, forcément, mais il y a beaucoup de lui, j'espère, oui. Bon bah je vous laisse pour un prochain dialogue littéraire parce que moi mon tramway est là. Allez Kenavo. Hé Oh